bonne séance. Super. Allez, je prends la main du coup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Sarah Rousseau. Je suis responsable régionale à Eloasso. Je vais avoir l'occasion de vous présenter ce que c'est. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour échanger sur les outils numériques qui vont vous permettre de mieux collaborer au service de vos projets associatifs. Alors, je vais partager mon écran. Et vous allez me dire, normalement, vous allez avoir une image qui a changé et vous allez voir s'afficher un diaporama avec marqué collaborer grâce aux outils numériques. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, donc dans discuter, vous pouvez me mettre oui, bien sûr, Sarah, on voit, tout va bien, merci beaucoup, que je sois sûre que tout se passe bien. Nickel. Alors, c'est parfait. On voit bien, c'est bon, nickel. Alors, ce qui me permet de faire un petit point avant de démarrer. L'exercice du webinaire est un exercice particulier parce qu'il faut que vous imaginiez comme vous que je suis seule dans mon salon face à un ordinateur en train de parler à un écran toute seule et vous ne me répondez pas. Ce n'est pas un souci. C'est particulier. Je vais en plus animer longtemps, donc pour être sûr à la fois de ne pas vous perdre et puis pour que ça soit un minimum interactif et que moi je puisse aussi rythmer ma présentation, je vous proposerai de réagir par le chat au fur et à mesure et je ne me priverai pas de vous interpeller, de vous poser des questions qui seront en général « est-ce que tout va bien ?» Puisque je ne peux pas vous voir hocher la tête, ni vous endormir, ni grimacer, ce qui d'habitude me permet de m'ajuster aux participants des formations. Donc, si vous pouvez faire ça au fur et à mesure, ça me permettra, moi, tout au long, d'avoir l'impression quand même de ne pas parler tout seul dans mon salon, ce qui inquiète beaucoup mon chat, de me voir faire ce genre de choses très étranges. Ceci étant dit, moi, je vais là vous parler, j'ai la difficile tâche et la passionnante tâche de partager avec vous des choses autour de la collaboration grâce aux outils numériques, qui est aussi rendu un peu difficile parce que je ne vous connais pas et je ne connais pas vos niveaux d'appréhension du sujet. Donc, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous voir grimacer et en plus, je ne sais pas comment vous êtes à l'aise avec un ordinateur ou pas avec ces sujets-là et si, par ailleurs, c'est des sujets qui vous intéressent ou vous êtes plutôt réticents. Donc, pareil, là, on va devoir faire équipe. Je vais vous demander tout au long de cette formation de pouvoir réagir. Si jamais, à un moment, vous n'êtes pas d'accord, et vraiment, vous avez le droit, dites-le moi. Si je baragouine ou que je suis partie trop loin toute seule, je suis bavarde en plus. Dites-le moi. S'il y a un cycle que vous ne comprenez pas, dites-le moi. Et alors, si jamais vous me surprenez à parler anglais, parce que j'ai le défaut de bosser dans une boîte numérique et j'ai fini par me faire avoir un peu comme tous mes collègues, je peux placer soit des acronymes, soit des mots anglais dans ma présentation. Des fois, c'est ridicule. Bah, vous avez le droit de me le faire remarquer et me demander surtout ce que ça veut dire. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est qu'on soit ensemble tout au long de cette présentation. Moi, je vais dérouler des outils et je vais essayer de voir avec vos interactions sur le chat au fur et à mesure. Et Karine pourra aussi me faire signe si je ne les vois pas. Je vais essayer de voir si ça colle ou si je suis en décalé. Si jamais j'ai été décalée dans le discours, je pourrai me réajuster au long de la présentation. C'est bon pour vous? On part sur ces bases-là de coopération? Puisqu'on va parler de collaboration en ligne ce matin, c'est un premier exemple de collaboration très directe. Parfait. Eh bien, écoutez, me voilà ravie. Alors, je vais couper ma caméra puisque vous n'avez pas forcément besoin de me voir pendant cette présentation et que ça va économiser de la bande passante. Et je vais démarrer. Alors, je veux bien, pareil, Karine, hein, tu n'hésites pas à faire timekeeper et à me faire signe si à un moment tu te dis « Ouh là là là, elle est en train d'exploser le chrono voilà, j'ai besoin d'être assistée, moi, quand j'anime. Alors, donc moi, je vous l'ai dit, Sarah Rousseau, responsable régionale de Eloasso, responsable régionale de la région Grand Sud. Alors, on a une vision particulière de la géographie chez nous à Eloasso, mais pas au point d'avoir englobé Auvergne-Rhône-Alpes dans le Grand Sud, quoique. J'interviens chez vous ce matin, puisqu'en ce moment, on n'a plus de la collègue qui animait les partenariats sur la région est partie faire le tour du monde. Mais du coup, je fais un peu d'intérim depuis Montpellier. Donc moi, je suis à Montpellier ce matin.
Et donc, rapidement, pour vous situer d'où je parle, parce que je pense que c'est important que vous puissiez le savoir. Donc, moi, je suis salariée à Hello Asso, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a un statut entreprise sociale d'utilité solidaire ou solidaire d'utilité sociale, je confonds toujours. En gros, c'est un statut reconnu par l'État sur des critères très précis d'utilité sociale et de gouvernance en interne et de répartition de la valeur. Qui dit bien qu'on appartient à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à une économie au service des projets, au service des gens. En gros, comme le monde associatif, on n'est pas là pour faire Ah, le nom m'échappe, vous voyez, on n'est pas là pour faire du profit. On est une solution gratuite pour les associations. Notre idée depuis le début, donc une solution numérique, une plateforme en ligne qui permet aux associations d'utiliser des outils numériques pour faciliter leur gestion. Chez nous, c'est des outils de paiement. Paiement pour recevoir ses cotisations, pour faire de la billetterie en ligne ou pour recevoir des dons. Notre objet social, puisque comme une association, on a un objet social, depuis le démarrage, c'est de se dire que les outils numériques ne doivent pas servir uniquement au monde lucratif et marchand. Quand je le dis, ce n'est pas un jugement de ma part, mais il y a un secteur économique lucratif et marchand qui s'est emparé des outils économiques pour améliorer sa gestion, la rendre plus efficace, faire plus de profit. Nous, on pense que c'est aussi une vraie solution pour les associations pour mieux gérer leur activité au quotidien. Et on pense que quand on est responsable, salarié, bénévole associatif, si on s'est engagé dans ce milieu-là, c'est en général pas par amour de la paperasse et que si on peut vous faciliter la vie et faciliter votre gestion pour que vous puissiez avoir plus de temps pour votre objet, c'est-à-dire diffuser de la culture, du sport, des valeurs, accompagner, et bien nous, c'est ce qu'on a envie de faire de manière gratuite. Ce qui fait qu'on se retrouve sur ce type de webinaire aujourd'hui. Et on est aussi coporteur avec d'autres associations d'un programme qui s'appelle Point d'appui au numérique associatif, dont l'ambition est de pouvoir former des acteurs sur les territoires, du coup, comme France Active, comme le CRIB, de leur proposer des ressources pour pouvoir mieux parler de numérique avec vous. Voilà, je le passe rapidement, mais vous savez que voilà, c'est un programme qu'on porte, on est tout un collectif d'acteurs à le porter. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour vous? Personne n'a décroché? Ok. Sachez que je suis en train de faire le propos introductif, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas de café, de boisson chaude et de carré au chocolat à côté de vous, ne vous privez pas de vous lever et d'y pourvoir aussi. La difficulté des formations à distance, c'est qu'on ne peut pas non plus vous offrir le café en démarrage. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. Alors on continue et on va vraiment discuter ensemble là de qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette formation en termes d'objectifs pédagogiques. Moi, clairement, là, ce qui m'importe, c'est de vous donner des clés pratiques. À la limite, cette slide, elle est, hop, je vais vous le dire avec mes mots à moi, des clés pratiques pour pouvoir utiliser des outils numériques pour collaborer et que vous ayez quelques idées et une vision un peu globale de quand on parle de collaboration en ligne et d'outils et d'usage, de quoi réellement on parle pour ne pas se perdre. Et donc, je vais avec vous parler de comment on peut communiquer. Ça va être le premier axe. Je vais parler avec vous de comment on peut communiquer grâce aux outils numériques, comment on peut travailler ensemble grâce aux outils numériques et comment on fera un zoom sur les questions de visio notamment. Comment on peut se réunir comme on le fait ce matin. Et on fera en fin de séance un cas pratique sur les AG en ligne. Bonjour Céline, prenez place, pas de souci. Alors, puisque c'est bon pour l'introduction, je démarre. Comment on peut mieux communiquer grâce aux outils numériques? C'est la question qu'on se pose. Et du coup, de quel outil on parle? De quel niveau de complexité? Et communiquer auprès de qui? Alors moi, j'ai envie de vous parler tout simplement de ce qu'on appelle, là je suis obligée de vous le citer, vous pourrez frimer en soirée, la low-tech dans le milieu, comment on pourrait le dire, la basse technologie, la petite technologie. On n'est pas dans des trucs complètement abracabantesques, on est sur la question du mail, tout simplement. Dans vos associations, vous pouvez communiquer avec vos usagers, vous pouvez communiquer avec vos salariés, avec vos bénévoles, avec l'extérieur, avec vos partenaires,
en utilisant tout simplement une boîte mail. Il n'y a pas besoin de se suréquiper. Et c'est aussi par un canal aussi simple que le mail que pendant le confinement, vous avez pu rester en contact, je l'espère, ou vous pourrez rester en contact avec vos usagers. Une association, elle peut envoyer plusieurs types de mails. Vous pouvez envoyer des mails d'information. C'est des mails où vous pouvez diffuser l'actualité de votre association. C'est la fameuse et non moins célèbre newsletter qui permet vraiment de dire aujourd'hui, on en est là, on a fait ça, il y a telle formation, vous pouvez vous inscrire, etc. Donc, c'est un premier type de mail que vous pouvez utiliser. Et il y a les mails ponctuels. Les mails ponctuels, c'est ceux qui sont liés à un événement particulier. Si j'ai envie vraiment de vous envoyer un mail pour vous parler de la formation de vendredi matin sur collaborer à distance, pour une nouveauté, pour dire on vient de lancer une campagne de dons, ou pour réagir un peu à des événements extraordinaires comme le confinement a pu en être un. Je ne parle pas bien sûr des mails que vous pouvez vous envoyer aussi entre salariés, entre administrateurs et bénévoles. Le mail, c'est intéressant parce que ça permet d'inclure aussi des visuels. En fait, c'est une petite technologie, mais avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc, quand on parle de communiquer, on n'est pas obligé d'aller chercher des choses, je vous le dis, très technologiques. Le mail, c'est déjà très bien. Vous pouvez mettre des visuels, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre des liens vers des articles. Et ça vraiment permet d'avoir à un seul endroit beaucoup de choses. Donc, si vous avez envie de vous poser la question de votre communication, ne négligez pas tout simplement le mail. Et en termes de bonnes pratiques, parce que la question du mail, c'est que ça se gère en fait. Et d'ailleurs, ça se voit très vite à l'extérieur quand vous ne savez pas bien gérer. Donc, je vous ai mis là quelques bonnes pratiques. Si vous devez parler à votre communauté, évitez ce qu'on appelle le spam, c'est-à-dire de leur envoyer des mails trop nombreux. Parce que c'est un petit peu comme les publicités téléphoniques, vous savez, le téléphone qui sonne sur le fixe où on vous dérange. C'est un peu comme une vendeuse trop insistante dans un magasin, ça finit par agacer et on finit par ne plus le lire. Donc en fait, trop informé, c'est mal informé. Pensez au confort des personnes qui reçoivent vos mails et évitez de les noyer. Donc 2 mails par mois, c'est le maximum. À part, alors bien sûr, s'il y a une circonstance exceptionnelle, vous envoyez le 3e. Mais vraiment, ayez à l'esprit d'être sobre et d'être efficace et de penser à ça. Et puis là, je ne vous fais pas le petit couplet, mais on sait aujourd'hui qu'envoyer des mails, c'est aussi stocker sur des serveurs et c'est de la production de CO2. Donc, on commence aussi à avoir en tête que le mail n'est pas immatériel en termes de pollution. Personnalisez vos mails. Quand vous n'allez pas écrire de la même manière à tous vos publics. Et des fois, ça se sent. Quand vous avez fait un copier-coller sauvage et que vous vous adressez de la même manière à des publics différents et que ce n'est pas adapté, des fois, c'est décalé. Donc, essayez, sans que ça soit trop compliqué, mais de vous dire que quand vous écrivez aux parents des enfants qui fréquentent votre association, si vous êtes par exemple un centre social, vous n'allez pas avoir le même ton exactement et vous n'allez pas leur donner les mêmes informations et vous n'allez pas vous adresser pareil que quand vous allez vous adresser aux bénévoles qui encadrent les enfants ou aux adhérents qui viennent à l'AG. Donc prenez le temps, des fois ça vaut le coup pour le même mail d'avoir 3 versions, un tout petit peu, des fois c'est sur des petits mots que ça se joue et d'être précis là-dessus, sans forcément faire un mail par personne. Mais quand vous envoyez à des listes, de prendre ce temps-là. Soyez simple. Vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce aisément et les mots pour le dire arrivent. Je n'arrive jamais à la aussi. C'est la preuve. Mais soyez clair, concis et net. Les gens, quand ils ouvrent un mail, on a de moins en moins de capacité de concentration. Mais c'est comme ça. Donc, si vous leur mettez des tartines et qu'on ne trouve pas la bonne information tout de suite, vous perdez vos lecteurs. Merci, Samson aisément. Tout à fait. Et puis, alors, pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, vous pouvez aller jusque-là. Sachez qu'aujourd'hui, alors, ça peut être un peu incommodant. Moi, je vous avoue que je ne suis pas complètement fan de cette idée, mais c'est vrai qu'on peut surveiller les taux d'ouverture et les taux de clic de nos mails. C'est-à-dire que quand j'envoie avec certains outils un mail, ma newsletter,
Je peux voir. Et alors, je ne disais pas à l'aise parce que moi, les premières fois qu'on me l'a présenté, la petite lumière de oulala, flicage s'est allumée dans ma tête. En fait, c'est anonymisé, donc ça va. Mais vous pouvez aussi aller regarder. Est-ce que la newsletter que vous avez envoyée a été beaucoup ouverte? Ou est-ce qu'elle est passée directement à la corbeille des boîtes mail? Et est-ce que les gens, quand vous avez mis des liens avec des articles, ils ont beaucoup cliqué? Ça vous permet de vous dire que si personne n'ouvre jamais vos newsletters, bon, bah, peut-être que vous y passez une énergie folle pour rien et que ça vaut le coup d'arrêter. Et rapidement, les outils pour envoyer des mails, eh ben, vous avez ce qu'on appelle le logiciel classique d'envoi de mail ou votre boîte mail. Donc, c'est-à-dire soit vous avez enregistré sur votre ordinateur un logiciel comme, je vais pas, le nom m'échappe là. Vous pouvez télécharger des logiciels qui vous permettent de gérer vos boîtes mail ou directement avoir vos boîtes mail en ligne, les Yahoo, les Gmail et compagnie, votre opérateur de mail. Là, vous pouvez l'utiliser pour faire des mails simples, directs, avec une mise en page assez sommaire, ce qui permet d'avoir un effet personnalisé. Quand on reçoit un mail simple, on n'a pas l'impression d'avoir reçu une communication grand public. C'est un peu l'équivalent de la lettre manuscrite versus le catalogue imprimé, vous voyez. Là, il y a quelque chose de très personnalisé avec le mail simple. Et ça peut être intéressant. Et un logiciel d'envoi d'email. Donc là, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer vos envois quand vous envoyez à plus de 30 personnes. Notamment la fameuse newsletter qui permet d'aller un peu plus loin dans la mise en page de la newsletter et d'avoir une charte graphique, c'est-à-dire vos couleurs, vos logos, la manière dont vous avez envie, les couleurs que vous avez envie d'utiliser à chaque fois que vous parlez de votre association. Et donc là, ça permet de faire quelque chose de plus propre, de plus joli, de plus charté, comme on dit dans le milieu. Je vous balance des petits mots comme ça, vous pourrez frimer en soirée, de plus mise en page en fait, pour mettre en valeur l'actualité, le contenu de vos associations. Ça fait relativement très pro. Et donc, nous, on vous a mis deux suggestions. Vous irez regarder Mailchimp et Sendinblue, qui sont des gestionnaires de mail. Est-ce que sur le mail, vous avez des questions, des réactions? Oui, tout à fait, Marie-Hélène. Alors, 30 personnes, moi, je ne sais pas. Je pense qu'on peut aller à peu près un peu au-dessus, un peu en dessous. En fait, quand on envoie un mail, ah oui, très bonne question. On va être sur du très partout à la base. Quand vous envoyez un mail, les amis, si vous envoyez un mail à des gens, si vous envoyez un mail par exemple, moi j'ai écrit à Karine et à Elodie en même temps pour préparer l'intervention de ce matin. Je mets les adresses mail visibles parce que en fait, elles savent toutes les deux qu'on est en train de communiquer toutes les trois et qu'on a besoin de se répondre. Si vous écrivez à tous les parents des enfants qui fréquentent l'atelier du mercredi après-midi, ça c'est la question de la RGPD. On n'a pas forcément envie que, moi, j'ai pas forcément envie que mon adresse mail en tant que maman de l'enfant qui vient le mercredi après-midi soit diffusée à 30 personnes supplémentaires que je ne connais pas. Donc, dans ces cas-là, vous mettez les destinataires en copie cachée. C'est important. Excusez-moi, je suis désolée. Karine, je prends un micro. Je crois qu'il y a un. Excusez-moi, je prends un appel. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Du coup, je reprends un petit peu Ok, super, j'arrive. le lien. Sinon, nous, au niveau justement du DLA, on a mis en place, quand vous avez Allô, reçu justement Karine, pardon, excuse-moi, j'ai un micro-souci, il faut que j'aille, c'est un peu l'inconvénient du télétravail, il faut que j'aille ouvrir la porte D'accord, et je reviens. Je peux vous laisser réagir à la question des mails 2 petites oui, minutes? il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, comme l'indiquait donc Sarah, quand on envoie des mails en nombre, essayez déjà de les mettre en copie cachée. Et puis même, on est bien souvent limité aussi par rapport au logiciel de mails que nous avons. Donc, au-delà d'un certain nombre, par exemple sur Outlook, maximum 50, après, vous ne pouvez plus en envoyer. Donc, ça vous oblige à avoir du coup adopté un autre mode de connexion et de mettre en place des outils pour pouvoir envoyer vos mails correctement et que vos adhérents, vos destinataires aussi les reçoivent sans pour autant voir tous les autres mails, tous les autres participants. Donc, et par exemple, par rapport à l'outil Mailchimp que nous, on connaît bien et qu'on utilise régulièrement au niveau du DLA pour mettre en place nos accompagnements collectifs,
cet outil-là permet de voir aussi qui a reçu, enfin, de créer une liste justement de mails et de classer aussi ces mails en disant voilà, là c'est les adhérents, là c'est les administrateurs, là c'est pour les associations sportives, associations culturelles. Donc ça permet aussi d'avoir ce fichier-là. Et par la même occasion, grâce à cet outil-là aussi, de voir qui a ouvert, on a des reports, enfin des rapports du moins, quand on veut dans la journée, pour voir qui a ouvert le mail, qui l'a transmis à quelqu'un ou qui l'a banni aussi. Donc ça permet de voir un petit peu où vous en êtes. Et en plus, on a le nom, étant donné qu'on a, on a réussi à constituer un fichier, on a le nom de la structure qui apparaît. Donc du coup, on sait qui l'a vu, qui est potentiellement intéressé. Et donc, des fois, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité et puis de voir si vraiment, d'une, votre fichier est bon au niveau des adresses mail, de voir que ça peut intéresser un secteur plus qu'un autre. Donc, voilà, il y a cette… et tout ça, c'est gratuit donc, comme outil. Donc, c'est plutôt intéressant pour les structures. Après, il y a Sendinblue. Alors, moi, je connais moins. Donc, c'est une formule gratuite, protégée, voilà, euh, et qui, je pense, en français, parce que Mailchimp, attention, c'est voilà, il y a enfin, c'est en anglais pour vous dire, voilà, envoyer, préparer. Bon, c'est pas non plus trop compliqué, mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'être quand même, de connaître un petit peu quand même les mots anglais. Mais Oui, je suis revenue. Merci beaucoup. il n'y a Pardon, pas de je suis fait souci. pour te le dire. Donc, voilà, j'ai expliqué un petit peu le Mailchimp, les avantages que ça pouvait avoir, puisqu'on l'utilise nous quotidiennement au niveau du DLA pour mettre en place les collectifs, enfin, voilà, faire les programmations. Et dedans, on peut mettre les fiches d'inscription aussi. Voilà, par exemple, ajouter les fiches d'inscription dedans. Donc, voilà, j'ai expliqué un petit peu le procédé. Eh ben super. Eh ben c'est merci. Alors merci. Désolée. Hein, c'est forcément toutes les personnes qui ont besoin de sonner chez moi le font quand je suis en animation de webinaire. Mais maintenant, je suis assise, je ne bouge plus. Et merci Karine. Et du coup, tout au long de ce webinaire, je vous propose, quand vous utilisez un des outils dont je parle, de vous signaler si vous souhaitez témoigner sur son usage. Ça peut être hyper intéressant. Est-ce que, Karine, tu as pu réagir à la question de Delph sur Google Sheet ou je le fais? Je te laisse y répondre. Très bien. Marie-Hélène, est-ce que, donc sur 30 personnes, ce que je disais, c'est, je ne sais pas si vous avez pu poursuivre, mettez en copie les destinataires quand vous écrivez à beaucoup de monde. Et dans ces cas-là, effectivement, moi, je ne vais pas au-delà de 30 personnes de peur que ça soit détecté sinon comme un spam. C'est-à-dire quand un mail est détecté comme un spam, il est mis directement, il n'apparaît pas dans la boîte de réception, mais soit dans la corbeille, soit dans un onglet spécial et que les gens vont peu voir. Et sur Google Sheet, Delphine, je ne comprends pas bien votre question. Google Sheet, en fait, c'est une manière de faire un peu comme Excel des bases de données sur Google en Je ligne. peux parler? Oui, allez-y. C'est parce que j'ai regardé sur… donc, il y a un process sur Google où on peut envoyer directement, donc on a une feuille Excel. Oui. On rentre, alors je me souviens plus, je l'ai fait 2-3 fois, on rentre les adresses et en fait ça envoie des messages. Donc après, on a un retour sur qui a ouvert ou pas. Et je voulais savoir si c'était pertinent ou pas, si c'était mieux Sendinblue, parce que j'avais regardé Sendinblue, j'avais regardé Google, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est des newsletters. Et il me semblait que, enfin, je ne sais pas comment faire la différence, qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas. Donc si vous ne connaissez pas l'outil… Alors oui, non, moi je suis moins, alors Google Sheet, oui, je connais l'outil, mais je suis moins familière avec l'utilisation de Google pour faire de l'envoi massif comme ça en utilisant Google Sheet. Il me semble que ouais, Google Group, en fait, c'est… Alors, il y a plusieurs choses. C'est que Google, on pourra avoir le débat là. Il y a la question du statut de Google, qui est un premier pas du débat qui est plutôt politique et philosophique. Et pour d'autre part, il me semble qu'avec Google, vous ne pouvez pas forcément sur vos mails faire de la mise en page comme sur Sendinblue et Mailchimp, par exemple. Donc, ça dépend de votre usage. Ouais, Si non, vous il n'y a voulez… pas de mise en page, c'est juste Voilà. mise en voix. Ouais. Si jamais vous voulez faire du mail, il me semble, hein, du mail un peu simple, vous n'avez pas de gros enjeux de mise en page, mais que par contre vous écrivez à beaucoup de personnes et que ça vous permet de le faire de manière plus facile, un peu moins à la main, et d'avoir des statistiques, ça me semble un très bon outil. Si vous avez envie d'aller plus loin sur la mise en page, vous pouvez vous équiper. C'est toujours la question de l'usage en fait. Ok, merci.
Si c'est bon pour vous, je continue. Si sur les mails, on a fait le tour, s'il y a d'autres réactions, allez-y. Hein. Vraiment, c'est un moment pour vous. Oui, Sarah, nous avons un témoignage d'Adèle sur Sendinblue qui apparemment en est très satisfaite. Et c'est vrai que moi, par exemple, je ne connais pas très bien cette formule française. Donc Adèle, si vous voulez bien en dire un tout petit peu plus, peut-être que ça serait utile pour tout le monde. Vous pouvez ouvrir votre micro, Adèle. Oui, merci. Je ne sais pas exactement ce que je pourrais préciser en plus, si ce n'est que c'est très intuitif. Globalement, c'est quand même le même outil que Mailchimp, mais voilà, il est en français, les données sont en Europe et on l'avait choisi à l'époque pour ça et il est très très pratique. Enfin, vraiment, nous, on a formé plusieurs salariés à l'utilisation au fil des années et on a une équipe assez jeune, mais voilà, dans l'ensemble, on n'a aucun problème d'utilisation et c'est vraiment pratique. Eh ben, merci beaucoup, Adèle. Et du coup, pour le coup, si vous avez des questions à poser à Adèle dans le chat, vous pouvez converser aussi en parallèle. N'hésitez pas. Et moi, je vais vous parler, je vous ai parlé du mail. Quand on parle de communication, quand on est une association, on parle aussi de réseaux sociaux. Donc là, je vais brosser un panorama. L'idée de ce webinaire, là, on n'a pas le temps de rentrer usage par usage. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme pour le mail et le choix des gestionnaires de mail, il faut aussi partir de votre besoin, de votre public et de votre pratique. Aller sur un réseau social pour aller sur un réseau social ou créer un mail, comme à l'époque, créer un site internet pour créer un site internet, si on n'est pas au clair sur ce qu'on va y faire et à quoi ça va nous servir, et si pour le coup, quand c'est un réseau social, on ne l'alimente pas et on ne l'anime pas, ça ne sert à rien, clairement. Donc, si vous avez un public que vous arrivez très bien à toucher par le mail ou par le texto, le coup de fil ou d'autres manières de mobiliser et que vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux, moi, je ne suis pas là pour vous dire allez-y absolument. Mais ça peut être une réelle opportunité pour communiquer. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle d'Instagram, on parle de Snapchat un petit peu, on pourrait parler de TikTok, mais alors là, je ne pourrais pas vous répondre, je ne suis pas assez experte. On parle aussi de YouTube, et il y en a plein. Si vous voulez y aller, la première question à vous poser, c'est lequel ? Lequel je choisis ? Vous n'allez pas forcément tout de suite, et pas forcément du tout, aller vous mettre sur tous les réseaux sociaux. Il faut quitter la logique de plus j'utilise d'outils et plus je suis visible. En fait, il vaut mieux en utiliser moins et bien les utiliser. C'est de la gestion de projet et ne pas vous éparpiller. Alors, comment on choisit un réseau social ? On peut le choisir en fonction du public. Aujourd'hui, celui qui est passé dans les mœurs en France, alors je ne vous ai pas ressorti, je ne les ai plus complètement en tête, mais alors le nombre, je crois qu'on est à plus de 60% des Français qui sont connectés à au moins un réseau social, donc c'est un phénomène social massif. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, comment vous dire, c'est un incontournable en fait. On peut choisir d'y aller, pas y aller, mais en tout cas, il a un vrai rôle dans la manière dont on communique dans nos sociétés. Celui qui est le plus utilisé, c'est Facebook. Voilà, vous le savez, mais c'est peut-être pas forcément celui que vous allez vous utiliser si jamais vous voulez toucher des partenaires. Celui qui est institutionnel, qui est un peu plus politique et un peu plus partenaire, c'est Twitter. Quand on veut avoir de l'information un peu plus institutionnelle ou faire de la veille de contenu. Si jamais vous avez un public jeune, Facebook et Twitter, Facebook, c'est plus vraiment l'endroit. Hein. Les jeunes, ils sont moins. Twitter non plus. Ça va plutôt être Instagram. Et alors après, mais là, je suis moins bonne sur le sujet. Il faudrait, si vous avez un public d'adolescents, je sais que les missions locales ou des partenaires jeunesse font un travail de veille là-dessus et regardent aussi les réseaux sociaux où les jeunes sont. Donc, est-ce que c'est Snapchat et est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que c'est TikTok? L'idée, posez-vous la question de là où est votre public et là où vous pouvez le toucher. Il y a la question du temps à y accorder parce que c'est du temps. Si c'est pour ouvrir une page sur n'importe quel réseau social et ne pas pouvoir vous en occuper, moi, j'ai vraiment envie de vous dire ne le faites pas parce que ça sera plus déceptif qu'autre chose. Et en plus, ça vous donnera une vitrine publique non alimentée, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, si vous ouvrez un compte sur Facebook, passez-y du temps. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de temps ou moins de temps, choisissez un réseau social et tenez-vous-y.
L'objectif de communication, c'est pareil, ça revient un peu le public. Est-ce que vous avez envie de toucher des partenaires, ce qu'on peut appeler des prospects dans le langage un peu économique, mais plutôt d'avoir un rayonnement institutionnel et de vous placer dans un environnement, là, vous allez plutôt utiliser Twitter. Si vous avez envie de communiquer sur un événement qui va mobiliser du grand public, là, effectivement, l'événement Facebook, ça marche bien. Et puis, il y a la question du contenu, bien sûr. Si vous avez beaucoup de visuels, c'est Instagram, le réseau social de l'image. Si vous avez beaucoup de vidéos, YouTube peut être utilisé comme un vrai réseau social. Et si, par contre, vous avez plutôt du contenu, des liens et des articles, ce sera Facebook. Alors là, je vous propose, pendant que je continue, peut-être de nous mettre sur le chat quel réseau social vous utilisez, vous, pour vos assos, si vous en utilisez un, et comment ça se passe pour vous. Et est-ce que vous avez des questions ou des questions, des limites, des... WhatsApp, excellente remarque, Laetitia. Oui, tout à fait. Je l'ai oublié. Qui est un outil de messagerie plutôt, de messagerie de groupe, mais qui pourrait être, si vous l'animez, pensé comme un réseau social, pourquoi pas. Mais c'est un vrai outil de communication. Tout à fait. LinkedIn aussi, je ne l'ai pas cité, je l'ai moins cité. LinkedIn, qui est le réseau social plutôt des professionnels. Ok, et effectivement, la question du temps. Moi-même, je suis sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, j'arrive plus à le suivre. Ça fait trop. Ok, Valérie, plutôt Facebook. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres Céline, Facebook pour les événements? Ok. Est-ce que vous avez, pour celles qui ont un réseau social, Facebook, alors voilà, donc le CPE fait une chronique hebdomadaire le vendredi, des pratiques d'animation. Est-ce que vous avez quelqu'un, par exemple, dans l'équipe qui s'en occupe particulièrement? Est-ce que c'est collectif? Comment vous gérez? Alors, pendant que vous répondez aux multiples questions que je vous ai posées sur le chat, moi, je vais poursuivre ma présentation et je reviendrai dessus. Pareil, je vous ai remis des bonnes pratiques sur l'animation du réseau. Si vous êtes sur un réseau social, c'est de l'image. En fait, on fait de la communication. Donc, soyez visuels. Parce que on le déplore, mais nos temps de concentration baissant et on est vraiment la génération de l'image. Il faut de l'image pour attirer le regard parce que les gens font ce qu'on appelle scroll, en fait, c'est-à-dire qu'ils passent comme ça le fil d'actualité et ils s'arrêtent là où l'oreille s'arrête. Donc là, pour le coup, c'est la tête de gondole du supermarché. Mettez de l'image. Variez le contenu. Si vous mettez toujours le même type de contenu, vous risquez de lasser un peu votre lectorat. Donc, là, on mettait l'exemple de l'actualité, le portrait de bénévole, l'article de presse. Et par contre, essayez d'avoir une ligne éditoriale, de vous dire quelle tonalité je veux utiliser sur le réseau social et de quoi je veux parler. Publier régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Si vous publiez 1 fois par mois, vous allez... ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un réseau social, vous n'allez pas être très visible. Et choisissez un ton et harmonisez-le. Est-ce que vous allez tutoyer votre lectorat? Est-ce que vous êtes formel? Est-ce que vous êtes plutôt chaleureux, avec de l'humour, etc. Histoire que ça ne soit pas complètement décalé avec un truc très formel et universitaire et vous voyant un jour et le lendemain quelque chose qui est plus autour de la vanne. Essayez d'avoir quelque chose d'un peu uniforme, d'avoir votre identité sur le réseau. C'est compliqué parce que les adhérents n'y sont pas. Donc, vous avez plutôt une personne dédiée. Ouais, je pense que c'est très bien, quitte à ce que ça soit un bénévole, mais je pense que la personne dédiée, c'est très bien. Et Delphes, est-ce que vous savez où sont vos adhérents? Est-ce qu'ils sont sur aucun réseau social? Oui, on travaille plutôt avec des personnes âgées et du coup, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, à part que c'est très compliqué parce qu'on doit avoir 10 personnes qui nous suivent et même pas. Parce que ils adhèrent pas à Facebook, ils n'ont pas envie d'y aller. Enfin voilà, c'est compliqué. Ben là, typiquement, vous voyez, peut-être que c'est le mail, alors chez les personnes âgées, ou peut-être que vous, c'est le texto ou WhatsApp. Hein. Je sais pas, ma grand-mère, elle a un téléphone, elle utilise WhatsApp. Peut-être c'est qu'en ça. fait, faut pas vous casser la tête avec votre compte Facebook si vous sert à rien. Peut-être que si vous avez besoin de reconnaissance institutionnelle et de montrer ce que vous faites sur le territoire, Twitter peut être une bonne manière de faire rayonner votre action au-delà de votre public.
Et que si Facebook te touche ni vos partenaires ni votre public, ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps. Merci. Voilà, après à vérifier, mais moi j'ai envie de dire soyez pragmatique. D'autres réactions? Je ne vois plus le chat. Oui, moi j'ai une petite réaction, Sarah, pour répondre à Delphine, qui est en fait directrice de l'atelier d'art de Vichy. Dans son cas, par exemple, quand même être présent sur Facebook est intéressant pour être référencé quelque part, même si les adhérents ne sont pas forcément réactifs, parce que si un jour quelqu'un recherche quelque chose à propos de Vichy en l'occurrence, eh ben, ou de l'ordre de la culture, être référencé quand même dans le réseau permet peut-être à un moment donné de ressortir dans une recherche. En tout cas, moi, c'est un peu l'approche que j'en ai, mais tu peux essayer de confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Je sais que j'ai cette pratique-là. Quand j'arrive quelque part, je peux un peu utiliser les réseaux comme conseiller culturel, associatif, sur la vie locale et sur les événements qui s'y déroulent. Mais peut-être que je suis la seule à agir de la sorte. Voilà, par rapport à Facebook et la présence même amoindrie sur un réseau pour mon commentaire. Eh bien non, c'est très juste. J'ai le défaut des fois d'être un peu caricaturale et tranchante. Et effectivement, tu nuances bien. Je suis assez d'accord avec toi. Et moi, j'ai les mêmes réflexes quand j'arrive quelque part. Je me renseigne par les réseaux sociaux. La seule nuance, c'est que si je trouve une association qui n'a rien publié depuis 3 ans, je vais avoir tendance à penser qu'elle n'existe plus. Tu vois? C'est dans ce sens-là où la page Facebook va me permettre de trouver l'asso, mais il faut quand même qu'il y ait une publication récente pour que je me rende compte qu'elle n'a pas fermé. Oui, nous, c'est ce qu'on fait, mais tous les Voilà. 2-3 mois, quoi. Alors, ça peut être ça. Et effectivement, n'y passer pas plus d'énergie. Pourquoi pas? Merci. Et du coup, n'hésitez pas à nuancer parce que j'ai vraiment le travers d'être un peu caricatural. Donc, on continue comme ça si ça vous va à réagir. Je vous balance le fil et vous réagissez. Si c'est bon pour les réseaux sociaux, on a fait un petit panorama. Je voulais vous montrer deux axes pour communiquer auprès de vos parties prenantes. Je voudrais vous montrer comment le numérique permet de travailler ensemble. Alors, je m'excuse si pour certains, j'enfonce des portes ouvertes. L'idée, c'est vraiment de refaire un panorama ensemble des outils et des possibilités. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je vais être obligée d'arrêter mon partage d'écran. Je voulais vous montrer un truc qui s'appelle un pad. Un pad, c'est... Je vais vous l'expliquer, mais là, pour le coup, rien ne vaut la démonstration. Donc, dans Converser, je vais vous mettre un lien et je vais vous proposer de cliquer dessus. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, les amis? Est-ce que vous avez cliqué dessus? Est-ce que vous êtes plusieurs à y être allés? C'est bon, vous y êtes? Super, Marie-Hélène. Ben oui, forcément, c'est vrai que je vous présente des outils que pour certains, vous connaissez déjà. N'hésitez pas, peut-être que en fait, ça ne sert à rien que j'y passe trop de temps et que vous êtes déjà tous hyper bons là-dessus, mais je voulais vous montrer pour ceux qui ne connaissaient pas le pad. Donc, effectivement, on peut reprendre la conversation du chat là-dessus. Voilà. Donc, un pad, si vous voyez, j'ai créé, moi, de mon côté, je vous ai créé un fichier qui nous permet tous ensemble d'interagir sur un document en ligne et de faire de la saisie. À quoi ça peut servir, à votre avis, un tel outil? Alors, je vous propose dans le pad de répondre à cette question. Et vous voyez sous les yeux ce qui est en train de se passer. À créer un document en commun, à travailler en commun pour des comptes rendus de réunion en direct, tout à fait. Pour corriger les fautes d'orthographe, faire un compte rendu, à s'amuser des possibilités infinies de la technologie. C'est tellement...
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est comme si nous étions devant un tableau noir dans la classe équipés chacun de sa propre craie. Je trouve ça poétique. Et bien voilà, tout simplement, vous avez répondu à tout ça. C'est à ça que ça sert un pad et plus encore, explorer toutes les possibilités. Ça permet d'éditer, de travailler ensemble sur un document direct. D'ailleurs, je vous propose que ce pad-là soit ouvert pour le reste de la réunion et qu'on puisse, si vous le souhaitez, prendre des notes collectives au fur et à mesure de ce qui nous intéresse. On vous enverra bien sûr la présentation, mais vous pouvez prendre vos notes, des choses que vous avez envie de retenir de la présentation de ce matin et on pourra le garder ensemble, si ça vous va. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais peut-être en profiter pour vous faire une petite démonstration en direct de comment on crée un pad. Alors, je vais repartager mon écran. J'en profite pour m'excuser du bruit, c'est aussi les aléas du télétravail. J'ai un chaton qui s'amuse derrière moi, je pense que vous l'entendez un peu. Normalement, là, vous voyez mon écran. Vous voyez Nasreddine et le pommier. Alors, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer dans le chat? Parfait, nickel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, ça va me permettre de vous montrer. Donc là, je suis allée sur framapad.org et j'ai envie de créer un pad. Donc, un pad, c'est vraiment un document en ligne sur lequel on peut collaborer et éditer à plusieurs pour la réunion des parents d'élèves de demain, parce qu'il y en a ras-le-bol que ça soit moi, au prétexte que j'ai le titre de secrétaire au CA, qui me tape à la main ou sur ordinateur le compte-rendu de la réunion, alors qu'on est tous autour de la table et qu'on pourrait le faire ensemble. Donc, je vais créer cet outil-là. Je vais l'appeler Réunion parents d'élèves. Et ce que je peux faire, c'est que je vais choisir la durée de mon pad. Parce que on est vraiment là sur un outil qui permet pas de faire du stockage ni de la mise en page, mais bien de collaborer ensemble. Donc, Framasoft, qui met à disposition cet outil-là et qui a une vraie conscience de l'impact social et écologique des outils, met gratuitement à disposition cet outil, mais limite les possibilités de stockage. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fini de travailler dessus et qu'on en est content, on va pouvoir exporter une version qu'on va enregistrer quelque part. Et en fait, au bout d'un mois, ou de 2 mois, de 6 mois, d'un an ou d'un jour, Framasoft l'effacera de ses serveurs. Donc, attention, si vous travaillez sur un pad, il a une durée de vie limitée. Donc, pensez bien à enregistrer le fruit de votre travail à un moment. Donc là, je vais mettre un jour puisqu'on est vraiment sur un test. Et donc, je vais créer mon pad. Vous voyez, il est là. Et ce que je vais faire ensuite, tout simplement, quand je vais vouloir le partager avec mes petits camarades, c'est que je vais faire un copier-coller et que je vais pouvoir l'envoyer dans le mail ou dans le groupe WhatsApp ou que sais-je. Envoyer le mail, le lien de mon pad et en fait, mes petits camarades vont pouvoir aller s'y connecter sans créer de compte, ce qui est quand même plutôt pratique. Et vous voyez ce que fait Framasoft. Alors, Framasoft, c'est vraiment des gens très bien pour ceux qui ne les connaissent pas encore. C'est qu'ils ont mis un petit, donc vous pourrez regarder, ils nous ont mis un petit texte pour expliquer à quoi ça sert. Donc, vous avez tout ici. Voilà. Alors, questions-réactions sur ce sujet? Sur ce que je viens de faire? Ouais, simple et pratique, tout à fait. L'essayer, j'ai envie de vous dire, comme dans les vieilles réclames, là pour le coup, l'essayer, c'est l'adopter. Moi, je vous fais part de mon expérience. Hier, j'étais avec une salariée d'association qui galère un peu à animer ses CA. C'est elle qui porte beaucoup. Et vraiment, moi, je disais, il faut qu'on ait un ordre du jour sur un pad et qu'en fait, le pad soit le compte-rendu de la réunion et que quand on est 8 autour de la table, on est 8 collectivement responsables de rédiger le compte-rendu ensemble. Et effectivement, Marie-Hélène, c'est une solution très éthique.
Après, il y en a d'autres. Alors, je vais repartager l'écran. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir sur ma présentation. Hop là. Donc là, normalement, vous êtes revenu sur ma présentation PowerPoint. Donc, je vous ai remis, vous l'aurez dans ce document-là, un petit laïus sur la rédaction de documents à plusieurs. Donc, les intérêts, c'est d'impliquer tout le monde dans le processus, gagner en efficacité. Et oui, aussi, éviter, vous savez, le doc def 1, doc def 2, doc def modif SR 1106, toutes ces versions du même document qu'on a pu s'envoyer par mail avec la coquille corrigée dans la version 1, mais plus dans la 3, etc. Voilà. Donc ça, je vous le laisse. Je passe rapidement dessus. Je pense que vous avez bien compris le principe. Je vous ai montré Framapad, donc, qui est un logiciel, enfin, qui est une solution très pratique à utiliser, très facile à utiliser et en plus complètement éthique puisque c'est un logiciel libre. Il peut être utilisé, modifié, redistribué sans restriction par la personne à qui il a été distribué. Je ne prends pas plus de temps là-dessus, mais la question du livre est une vraie question. Et donc, c'est écologiquement et éthiquement très chouette ce que fait Framasoft. Là, je vais faire un grand écart, mais je vais aussi vous présenter, parce que l'idée, c'est aussi de vous montrer les possibilités. Vous avez aussi, dans la rédaction de documents à distance, les outils de la suite Google. On parlait de Google Sheets. Vous pouvez faire du Google Doc, c'est-à-dire que vous pouvez, de la même manière que ce qu'on a fait là, avoir un document sur lequel on travaille à plusieurs avec la suite Google en ligne, qui est aussi très facile à prendre en main. J'ai envie de vous dire l'avantage, c'est que on va en reparler juste après, mais que vous pouvez, pour le coup, stocker directement. C'est-à-dire que le document sur lequel je suis en train de travailler à plusieurs, il est aussi stocké, donc il ne sera pas effacé au bout d'un mois ou d'une semaine. L'inconvénient, il peut être éthique puisque Google, pour le coup, ce n'est pas du logiciel libre, c'est du logiciel propriétaire et que ça pose beaucoup de questions sur la question des données. Je ne vais pas rentrer plus en avant, mais du coup, quand vous allez choisir de passer par du Framapad ou du Google, c'est aussi la praticité des outils et le curseur éthique. Et là, pour le coup, ça vous appartient de le positionner. C'est bon pour vous ? Karine, je pense qu'en termes de timing, je ne te fais pas trop peur. Tu peux me dire. Hein. Il reste 8 minutes. Pardon ? Il reste 8 minutes de présentation. 8 minutes ? Oui. Allez, bah c'est très bien. Écoute, on est parti. J'ai exposé le timing, effectivement. Alors, stocker les documents rapidement. On peut travailler à plusieurs sur un document et on peut aussi les stocker tous au même endroit. Arrêtez de s'envoyer des documents par mail, mais aller chercher directement quelque part dans un espace partagé une information auquel on peut tous accéder à distance. Donc ça, vous avez des solutions de stockage numérique. Donc, ce qu'on appelle les fameux drives. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution libre, mais du coup, donc Nextcloud qui permet d'avoir un endroit où on stocke tous nos fichiers et ensuite on va chercher et on peut travailler directement dessus, tous du même endroit. Nextcloud, qui est une solution libre, est aussi très chouette. Le truc, c'est que par contre, ce n'est pas disponible en ligne. Il faut que vous l'installiez sur un serveur. Vous ayez une machine sur laquelle vous allez l'installer. Et en fait, les gens pourront se connecter à distance sur la même machine de loin. Donc, c'est Nextcloud. Et sinon, vous avez toujours, je vous présente toujours les deux, le pendant Google, qui est aussi gratuit, mais attention à la gestion des données, qui demande de créer un compte. Mais par contre, ensuite, on peut accéder en ligne à nos documents qui sont sur les serveurs de Google. Je ne sais pas où sont les serveurs de Google et c'est la question. Et vous pouvez aussi collaborer sur des documents et c'est, pour le coup, Google, ils sont bons aussi là-dessus. Ils ont des moyens. C'est une interface très facile de prendre en main, mais beaucoup moins éthique. Voilà pour travailler ensemble et je vais finir sur faire des réunions à distance. Et en 8 minutes, mais je suis tout à fait bonne dans le timing. Une fois qu'on a pu communiquer, une fois qu'on travaille ensemble, on peut aussi organiser nos réunions à distance. Et pour le coup, on l'a beaucoup fait pendant le confinement et on est en train de le faire ici. Et gageons qu'on va continuer à le faire et à l'intégrer dans nos pratiques quotidiennes associatives pour la suite. Donc, je voulais faire un petit point avec vous sur, OK, les réunions à distance, c'est très bien, mais concrètement, comment on fait ?
Déjà, il y a la question de l'organiser. Pour organiser votre réunion, vous allez devoir choisir entre tous les outils possibles. Première grande question. Créer un parcours simple pour que les gens puissent accéder à votre réunion à distance. Bien vous occuper de vos participants, parce que pour le coup, on n'est pas tous aussi à l'aise avec les outils techniques et vous devez en tenir compte et animer votre réunion. Et c'est assez particulier d'animer une réunion quand on ne voit pas les gens. C'est un peu les précautions que j'ai prises au début de cet atelier pour vous montrer un petit peu comment il fallait qu'on puisse interagir ensemble sans se voir. Choisir l'outil adapté. Moi, je ne vais pas vous faire de prescription aujourd'hui. Je sais que des fois, on aimerait bien et on arrive avec la question. Souvent, on dit, mais lequel je ne vais pas prendre la responsabilité de vous dire quel outil choisir. Par contre, je vais vous dire quelles questions vous posez pour choisir le bon outil pour vous. Est-ce que c'est un outil en fonction de son coût? Est-ce que vous allez choisir un outil gratuit, une offre d'essai et une offre payante? Des fois, ça vaut le coup de payer un peu parce que ça, en termes d'accessibilité ou du nombre de participants, ça sera plus intéressant que de se casser la tête avec un outil gratuit. Donc, et à combien on peut mettre pour l'offre payante? Les limites. Clairement, avec la visio, ça va être le nombre de participants maximum et la durée. Par exemple, sur Zoom, il y a une offre gratuite qui coupe au bout de 40 minutes. Voilà. L'accessibilité. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un compte? Est-ce que je vais devoir demander à mes participants à la réunion de se créer un compte sur un logiciel pour accéder à la réunion? Ce qui n'est pas hyper simple pour eux. Et est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce qu'on se sent bien dans la salle de réunion qu'on va ouvrir avec l'interface qu'on a? Et est-ce que c'est flexible? La possibilité de rejoindre par téléphone est hyper intéressante. Ça peut être bien de l'avoir. Pareil, je vous montre quelques outils. Je fais un catalogue. Framatalk, la même chose que Framapad, mais en version visio. Hyper simple à utiliser. Créer un Framatalk, c'est la même manip que pour créer un Framapad. Vous créez votre salon. Vous avez juste un lien envoyé aux participants. Ils n'ont pas besoin de créer de compte. Ils cliquent sur le lien, ils rentrent dans la salle de réunion. Il y a un outil de chat. Il est hyper intéressant et il est libre et gratuit. Pendant le confinement, il a été un peu saturé, donc ça n'a pas toujours été possible de l'utiliser quand on était très nombreux. Nous, on faisait des webinaires à 250 participants. C'était trop lourd pour les serveurs et pour l'infrastructure de Framatalk, donc on a dû se rabattre sur d'autres solutions, par exemple. Vous avez Skype, qui est alors là un outil propriétaire, mais gratuit, qui est simple d'utilisation, qu'on connaît bien, qui est un peu un ancien, mais qui demande à ce qu'on crée un compte, notamment. Donc, ça peut être un peu la limite. Vous avez Zoom, donc Zoom qui a été très visibilisé pendant le confinement, qui, moi je trouve, là c'est mon avis personnel, plutôt stable en termes de son, image, plutôt ergonomique, gratuit pendant 40 minutes, ensuite payant, et vous pouvez avoir des tarifs via Solidatech, je sais que vous pouvez avoir des tarifs réduits. Voilà, mais qui est payant et qui a pu être un peu controversé. Ils ont eu des problèmes de sécurité pendant le confinement. A priori, c'est réglé. Mais comme pour Google, c'est des outils propriétaires, on appelle ça. Sur la politique de gestion des données, c'est beaucoup moins éthique et beaucoup moins clair que peut l'être Framatalk. Je vois que ça clignote sur le chat. Je vais prendre 3 secondes pour regarder vos questions, réactions. Je la vois. J'ai un peu des difficultés quand on partage l'écran. Le problème sur Zoom, pour le coup, c'est que c'est des fois un peu compliqué de voir le chat en même temps. Je ne le vois pas, Karine. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur le chat? Oui, pas à voir. En fait, il y a une question par rapport à Skype via Internet. Est-ce qu'on peut joindre Skype via Internet? Skype via Internet. Skype est sur Internet. Oui. Par téléphone. C'est peut-être ça. Alors après, il y en a qui ont répondu que c'est pas la question. Téléphone portable également. Mais bon, il faut l'installer quand même sur son ordinateur. Voilà. Il faut créer un compte. Voilà, c'est surtout ça qu'on essaie aussi d'expliquer à la personne qui a posé la question. Il faut quand même avoir un compte. Oui, il faut créer un compte. Voilà. Après, il y a une question par rapport à Zoom. Certains services de l'État ne veulent plus utiliser en raison de la sécurité des données. Skype sans avoir de compte. Sur Zoom? Alors, première question, c'était sur Zoom, comme quoi il y a des services de l'État qui ne veulent plus utiliser. Alors, je ne suis pas au courant de ça. Par contre, effectivement, Zoom a alimenté des grands débats en équipe avec l'externe, notamment pendant le confinement, sur nous. En tout cas, sachez qu'à l'OASO, ça a été des heures de discussion sur la sécurité de Zoom, l'utiliser, pas l'utiliser. Et en même temps, il est
stable. Donc, quand on avait besoin de faire des choses avec des gens, c'était la solution en termes de qualité-prix et de rapidité d'installation la plus pratique. Aujourd'hui, moi, j'y vais avec des multiples précautions parce que je ne suis pas une spécialiste de la sécurité. Aujourd'hui, il semble qu'ils aient réglé les failles de sécurité les plus importantes, celles qui étaient très problématiques au début du confinement. Maintenant, je vous le dis, sur la politique de gestion des données, on n'a pas complètement la main sur ce que Zoom fait de nos données. Donc, pour le reformuler, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas forcément de risque de piratage de votre ordinateur en utilisant Zoom, ce qui a été un risque à un moment. Mais par contre, je le dis vraiment avec beaucoup de précaution et je ne signe pas un papier avec ce que je suis en train de dire parce que c'est, voilà, je reformule moi ce que j'en ai compris. Par contre, les données personnelles, nos adresses mail, nos enregistrements, c'est un peu comme sur Google. Ils ont un droit quand on cède le fait qu'ils utilisent nos données. Pour des usages de marketing, etc. Enfin voilà, des fichiers de données, ça alimente des bases de données clients potentiellement. Alors, je pense que c'est ça la principale interrogation sur Zoom aujourd'hui. Moins que la sécurité et le piratage, il me semble. Oui, après, comme l'indique aussi Samson, il y a des pare-feux sur certaines administrations, donc ça bloque forcément, par exemple Zoom ou d'autres, à mon avis, peut-être logiciels quoi, aussi. C'est pour ça que la question du choix de l'outil, elle peut être un peu épineuse et on peut y passer beaucoup de temps. Et c'est vraiment une question pour moi, sur la visio, comme sur le pad, comme sur tous les outils numériques pour vous, d'équilibre entre l'éthique, qui le fait, où sont les emplois, où sont les serveurs, qu'est-ce qui se passe pour les données. Et ça peut être un vrai paramètre de choix. Le prix. Parce que des fois, des solutions vraiment clés en main, nickel et tout, peuvent être chères. Donc, le prix et la praticité. Et je crois qu'à un moment, c'est des questions de curseur. Comme dans la vie, on fait des choix en fonction de ce paramétrage-là et on trouve un équilibre là-dedans. Karine, il y a d'autres réactions sur ce sujet-là? J'ai répondu à peu près? C'est bon. Très bien. Alors, je finis sur la réunion. Une fois que vous avez choisi l'outil, il va falloir que vous ameniez vos participants dans votre salle de réunion virtuelle. Et ce n'est pas un petit sujet vite fait. Il faut prendre un peu de temps pour se pencher dessus. Pour le coup, là, moi, je vous parle vraiment, on n'avait pas fait autant de réunions à distance et pas de webinaire avant le confinement. Et on a appris en faisant plein de petites bêtises, sur le parcours le plus simple pour permettre à nos participants de venir participer à nos réunions d'information. Quand je dis nous, je parle de Hello Asso. Déjà, testez votre outil. On se connecte à plusieurs et on le teste entre nous avant de faire venir des participants. Ça va vous permettre de vérifier que ça marche et puis de voir tous les petits endroits où quand on essaye de se connecter, notamment sur Zoom, il y a des trucs comme ça où c'est pas très clair de là où il faut cliquer. Donc comme ça, quand je l'ai repéré avant, je serai plus à même de l'expliquer à mes participants. Collecter les inscriptions. Comme on l'a fait aujourd'hui, pour pouvoir vous envoyer les informations, savoir qui va venir et pouvoir vous identifier. Là, pour le coup, c'est intéressant. Alors, soit de collecter les inscriptions par retour de mail ou par téléphone, et ça dépend de votre public. Mais bon, là, si c'est un public qui est a priori OK pour se connecter à une visio, il est peut-être a priori, enfin, ça va peut-être avec le numérique. Moi, je vous conseille la mise en place d'une billetterie qui permet de collecter tout le nom de vos participants et leur adresse mail pour leur envoyer quelques jours avant ou quelques heures avant un mail avec toutes les informations de connexion. Et quand je vous dis prenez soin de vos participants, si vous mettez en place un nouvel outil qu'on n'a jamais utilisé, envoyez-leur tôt les informations de connexion et rendez-vous disponible les jours d'avant. Vous avez peut-être des gens qui ne sont vraiment pas à l'aise, qui sont un peu stressés, qui auront besoin de vous appeler ou de voir avec vous comment l'utiliser dans les jours d'avant. Mettez en place une hotline. En fait, tout simplement, vous donnez le numéro de téléphone direct. C'est-à-dire que j'appelle, ça tombe sur ce numéro-là, d'une personne humaine, d'un vrai humain que je connais, qui, 30 minutes avant ou même quelques jours avant, c'est vous qui le déterminez, et pendant la réunion, est disponible pour les participants pour les questions techniques. Je n'arrive pas à me connecter, je n'ai pas le son, non. En fait, pour ne pas laisser les gens galérer tout seuls, c'est pas très sympa. On les invite à une réunion, on les invite sur un outil. C'est pas très sympa. Hop là, excusez-moi. C'est pas très sympa de les laisser en difficulté tout seuls. Donc vraiment être là pour eux, pour répondre à leurs questions.
et que ça soit une personne qui n'est pas la personne qui anime. Si c'est moi qui ai animé la réunion, je ne vais pas pouvoir décrocher mon téléphone au début de la réunion pour répondre aux questions techniques. Faites une démo au début de réunion quand Karine vous disait alors là, vous pouvez discuter ici, vous pouvez couper votre micro, etc. Et puis, envoyez tous les supports de présentation après la réunion, bien sûr. Et enfin, souriez, voilà, parce que prenez quand même du temps pour être convivial, la petite conversation d'avant la réunion. Moi, j'ai envie de vous dire, faites des blagues. Le lien, en fait, on est à distance, donc le lien est plus compliqué. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à être très présent et à impulser de l'énergie et de la bonne humeur dans vos réunions en ligne. Pensez-y. Et enfin, animez votre réunion. La réunion en ligne, c'est un exercice périlleux et très fatigant. Donc, 2 heures max. Après, ce n'est pas la peine. Vous allez perdre les gens. Et soyez précis dans l'ordre du jour. Et soyez bon dans le temps. Donc moi, par exemple, je suis une mauvaise élève, mais Karine avait maîtresse du temps. Donc là, normalement, il me reste 30 secondes pour me rappeler tout à l'heure qu'il fallait que je déconne pas trop. Donc, ayez un maître du temps, au moins quelqu'un qui fait de la outline et quelqu'un qui modère par le chat. Et nous, quand vous êtes trop nombreux, on vous propose vraiment de couper les micros et de prendre les questions plutôt par le chat avec une personne qui peut modérer. Et bien redire aux participants, le chat sert à réagir au contenu de la formation ou de la réunion et pas forcément à trop se faire des blagues ou en tout cas à faire gaffe que ça ne vrille pas. Voilà, j'en ai fini. Je vais couper ma présentation. J'ai terminé. Je crois, Karine, que je ne suis pas trop mauvaise en les temps, en vrai. Alors, 5 minutes. Je ne t'entends pas. Très bien, parfait. Je crois qu'il y a un problème avec ton micro. Je te remercie. Du coup, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ah non, c'est moi qui ai un problème, qui ne t'entendais plus. Pardon, excuse-moi. Bon, merci en tout cas, Sarah, pour cette intervention. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et si vous, enfin, voilà, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous envoyer aussi un mail voilà, après la présentation. Donc, l'objectif aussi maintenant, c'est de passer aussi au concret par rapport à l'AG à distance. Comment ça se fait? Comment on procède? Voilà, c'est des questions qui, je pense, aussi vous touchent. Donc, nous allons laisser la parole à Élodie qui va vous expliquer un petit peu comment on l'organise et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, les différentes étapes en fait. Donc, je laisse la main à Élodie. Bonjour à tous, je vais peut-être juste me présenter. Du coup, on a fait appel au CRIB pour illustrer en fait les outils à distance. Moi, je m'appelle Élodie Mona, je suis chargée de mission pour la Fédération des centres sociaux de l'Allier, en charge du CRIB, le Centre de ressources et d'information des bénévoles sur le département de l'Allier. Voilà, je coporte ce dispositif avec Angélique Bonin de Profession Sport et Loisirs. Voilà, donc le CRIB, c'est un centre de ressources qui permet de répondre aux questions des bénévoles d'associations. On peut aussi faire de l'accompagnement associatif et on coordonne, anime un réseau d'acteurs qui accompagnent la vie associative. Voilà. Comme c'est une visio Auvergne, je vais juste dire que le CRIB est présent sur tous les départements. C'est une labellisation de la préfecture. Donc, normalement, il y en a un sur chaque département. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pour le Cantal, c'est le centre social ALC qui porte le CRIB. Pour le Puy-de-Dôme, c'est le CDOS. Et pour la Haute-Loire également, c'est le CDOS. Voilà, élément à vérifier. Du coup, on a fait appel à moi pour un peu illustrer la mise en place de ces outils numériques pour organiser une assemblée générale. On a fait un temps d'information sur le département de l'Allier. Du coup, je vais vous retraduire ce qu'on a fait. Les équipes du DLA ont en contact Maître de Sury, qui me semble est parmi nous, qui pourra peut-être alimenter plus de manière juridique la tenue d'assemblée générale et d'autres instances à distance. Voilà, n'hésitez pas, Madame Maître de Sury, d'intervenir pour me compléter. Voilà. Moi, l'idée, c'était plutôt de vous donner à voir sur comment on organise une assemblée générale à distance, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. J'espère que tout le monde voit mon diaporama. Est-ce qu'on peut juste me confirmer ça? Alors, du coup,
Pour mettre en place une assemblée générale à distance, il y a des ordonnances pendant le confinement qui sont venues alimenter et permettre certaines choses, et notamment la tenue d'assemblée générale à distance. Voilà. Avec le déconfinement, il y a certaines règles qui perdurent, notamment la règle de ne pas réunir des personnes en lieu public de plus de 10 personnes. En fait, on ne peut pas normalement réunir plus de 10 personnes. Cependant, les assemblées générales, en tout cas sur le département de l'Allier, on a un accord de la préfecture pour permettre l'organisation des assemblées générales, au titre que ce sont des réunions professionnelles. Même si on reste dans le cadre associatif, voilà, parfois ça paraît un peu pas conforme au sens que l'on porte, mais voilà, en tout cas, c'est autorisé sur le département de l'Allier avec toutes les règles de distanciation possibles. Si vous souhaitez quand même maintenir votre assemblée générale et le faire à distance, donc c'est possible, et donc on a réalisé un petit memento pour vous donner un peu des conseils. Je ne vais pas revenir sur comment, si vous souhaitez reporter ou maintenir votre AG, ça dépend aussi souvent statutairement, dans vos statuts, c'est écrit jusqu'à quand vous pouvez faire l'AG. Il y a aussi d'autres règles, notamment liées à la clôture comptable de votre association, qui viennent donner en fait la date de tenue d'assemblée générale. On vous enverra le petit memento si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui est important de déterminer, c'est la raison. Si vous souhaitez maintenir une assemblée générale en ligne, ayez un petit argumentaire parce que sous ce format-là, c'est une assemblée générale qu'on dit à huis clos. C'est-à-dire que les membres de votre association n'assistent pas à la séance en y étant physiquement présents. Du coup, il faut argumenter dans votre convocation et dans votre PV d'AG par la suite sur le choix de tenir cette assemblée générale à distance. Pendant le confinement, on avait des décrets et des ordonnances qui venaient réduire en fait la possibilité de se réunir. Du coup, hors confinement, il y a encore certaines règles où voilà, il y a aussi des mairies qui ne souhaitent pas ouvrir les salles des fêtes, des choses comme ça, ou des locaux qui restent fermés. Donc, vous pouvez argumenter aussi avec les textes de loi en présence. Ensuite, hop, on va passer directement à l'étape 5. Alors, il y a une question qui revient régulièrement, c'est super, je veux bien tenir mon assemblée générale à distance, mais comment on fait pour voter les différents rapports et l'élection des membres? Du coup, normalement, si ce n'est pas écrit dans vos statuts, la possibilité au recours à la consultation écrite, ce n'est pas possible. Du coup, tout ce qui est email et courrier, courrier postal, pour faire des assemblées générales, si ce n'est pas explicitement écrit dans vos statuts, ce n'est pas possible. Ce qu'il est possible de tenir avec les ordonnances qui ont permis pendant le confinement, c'est de faire des assemblées générales en visioconférence qui permettent l'identification des participants. Il faut s'assurer à minima de transmettre la voix des participants et d'assurer la retransmission continue et simultanée des débats. Si vous répondez à ces trois critères, il faut mettre en place ces trois critères pendant votre visioconférence. Par exemple, la première, c'est assez facile à mettre en place. Si vous, avec le logiciel que vous allez choisir de visioconférence, là, pratiquement tout le monde a pu inscrire son nom et prénom quand il s'est connecté. Donc, on identifie les personnes. Voilà, il faut prévoir ces trois critères quand vous pensez à votre assemblée générale. Ce qui est préconisé, vu que le vote écrit souvent n'est pas précis dans les statuts, ce qui est préconisé, c'est plutôt le vote à main levée. Voilà. Et du coup, ce qu'on avait imaginé, nous, pour les assemblées générales, c'est d'avoir un petit kit de participation à l'AG qui permet plus facilement de visualiser le vote. Par exemple, ça pourrait être des cartons de couleur où facilement, on donne les consignes de vert, je valide, rouge, je ne valide pas, et blanc, je m'abstiens. Comme ça, visuellement, on peut facilement avoir le vote des différents rapports. On avait pensé aussi à avoir une petite étiquette dans ce kit de participation à l'AG pour marquer son nom. Si le logiciel de visioconférence ne permet pas d'indiquer son nom et prénom.
Et on peut également avoir une petite feuille blanche ou une ardoise pour échanger avec les membres. Je vais y revenir là-dessus. Comme l'a dit tout à l'heure, comme l'a présenté Hello Asso, la quête de réussite de ces assemblées générales ou même toute instance à distance, c'est la préparation. Du coup, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus, mais donc il faut avoir à l'esprit qu'il ne faut pas dépasser 1h30, 2h. Utiliser un vocabulaire adapté, pas trop technique, pardon, et penser à expliciter les sigles. Parfois, quand on est dans la gestion courante de l'association, voilà, on a toutes les connaissances et toutes les informations, mais nos membres qui participent à cette assemblée participent de manière moins régulière à la vie de l'association et du coup n'ont pas tout le vocabulaire. Voilà. Donc, il faut d'autant plus adapter son vocabulaire et essayer de ne pas être trop technique parce que la visioconférence, c'est un exercice particulier. On n'a pas toutes les conditions réunies comme en présentiel où on peut avoir du langage non verbal, voilà, qui permet de la compréhension en tout cas globale des rapports qu'on veut présenter. Donc, du coup, il faut penser à ça. Les supports doivent être au plus possible attractifs, toujours parce qu'on est dans un cadre un peu parallèle, on va dire, et du coup, il faut capter les gens, hein, d'autant plus que c'est plus difficile qu'en présentiel. Donc, on avait imaginé, par exemple, aussi des petits temps d'animation pour pas être que dans de l'information descendante, mais bien faire participer les gens au maximum à l'AG. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, inscrire sur une feuille blanche, en tout cas, un petit mot, décrire ce qu'ils ont retenu du présentation du rapport d'activité ou de l'événement phare de l'année. Voilà. Ça permet une participation et un échange avec les membres. Pour les produits numériques, il existe des outils pour des outils d'animation et des outils en ligne de vote, en fait. Donc, on pourrait très bien imaginer un petit quiz en ligne sur l'année 2019 qui vient de s'écouler pour créer une petite animation pendant l'Assemblée générale. Voilà, les outils vous seront communiqués. Il y en a dans le memento, mais on peut aussi alimenter par ailleurs. Je vais passer aussi assez vite sur les choix des outils numériques. Hein. On vous a fait une présentation du coup des logiciels potentiels qui peuvent permettre la visioconférence. Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez faire, du nombre de participants que vous avez, si vous voulez projeter des diaporamas, vous allez choisir votre logiciel de visioconférence. La présentation, si vous utilisez un diaporama pour présenter votre rapport d'activité, ça va aussi conditionner du coup le logiciel de visioconférence que vous voulez. Et donc, pour les outils de vote en ligne, c'est possible de voter aussi en ligne si les statuts vous le permettent. Du coup, nous, on a utilisé Ballotilo, qui est un outil de vote en ligne assez facile à mettre en place et gratuit. L'Assemblée générale est une assemblée qui est souveraine de l'association, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises en Assemblée générale s'appliquent aux membres de l'association. Du coup, il faut veiller à ce que toutes les personnes puissent avoir, enfin tous vos membres puissent avoir accès à votre Assemblée générale, ce qui est un peu plus complexe du coup quand elle se déroule en ligne. Donc, ce n'est pas insurmontable, mais du coup, il faut en tout cas vous prémunir de permettre l'accessibilité à tous à votre Assemblée générale. Ce qui a été fait, ce qui a été pensé dans le réseau, en tout cas des centres sociaux, sur la tenue de ces assemblées générales, c'était de dire que s'il y a des personnes qui n'ont pas accès, un accès numérique, en tout cas à domicile, ça peut être encore le cas, ou qui ont des problématiques, on peut ouvrir actuellement avec nos partenaires, notamment des collectivités, des petites salles qui permettent à des personnes de se réunir en petits groupes en respectant la distanciation sociale et toutes les règles sanitaires pour permettre un accès à l'Assemblée générale. Ce qui permet un mix entre des personnes à domicile, en visioconférence, et des groupes de personnes qui n'ont pas ces accès numériques. Permettre une assistance téléphonique en amont à la connexion, voilà, ça peut être proposé. Si vous avez 2 bénévoles dans l'association qui sont très à l'aise avec ces questions numériques, c'est le moment de les mobiliser pour la tenue de cette instance.
Voilà, il y a aussi la possibilité maintenant de se rendre au domicile des personnes qui rencontrent des plus grosses difficultés. Si vous possédez du matériel, vous pouvez aussi le mettre à disposition pour la tenue de cette assemblée générale. Et il existe de nombreux tutos pour aider à la connexion. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire appel à ce qu'il existe pour permettre en tout cas une connexion de tous. Réglementairement, il faut qu'il y ait des choses obligatoires qui apparaissent dans votre convocation, notamment les mentions de tenue d'assemblée générale à huis clos. Vous devez faire apparaître la date et l'heure de l'assemblée générale et une description claire et précise des conditions de connexion et des conditions de comment vos membres vont pouvoir exercer leurs droits, et notamment le droit de vote. Donc, dans votre convocation, il faut que ces choses apparaissent, ces mentions apparaissent. Notamment la méthode de connexion. Donc, soit vous joignez un tuto, soit il faut bien renseigner de dire comment vous facilitez aussi la connexion avec un numéro d'assistance en amont. Voilà. Et si vous avez des outils de vote, pensez notamment, par exemple, au petit carton de couleur, explicitez directement dans la convocation comment vous allez procéder au vote et à quoi sert chaque petit carton. Voilà. Également, en amont et lors de la convocation, vous pouvez envoyer des documents supports comme le rapport d'activité, ce qui permet en fait de ne pas détailler lors de l'Assemblée générale tout le rapport d'activité, mais de revenir peut-être que sur certains points précis, puisque les personnes auront eu le document en amont. Voilà, ça permet de gagner du temps. Des petits conseils pendant l'Assemblée générale à énoncer en amont. Bah, après, voilà, c'est des conseils classiques à la visioconférence. On coupe son micro, le numéro, rappelez le numéro de l'assistance technique, installez-vous confortablement. Les réactions peuvent se faire via le chat et souvent, il y a un modérateur du chat. Voilà, je vais assez vite parce que le temps passe. Sur l'animation, nous, les rôles qu'on a repérés, mais pareil, on l'a dit précédemment, les rôles qu'on a repérés, nous, c'est un ou plusieurs animateurs donc, qui viennent présenter les différents rapports. Voilà. Un régulateur du chat. Voilà, si vous utilisez le chat, c'est bien d'avoir un régulateur qui permet aussi d'interpeller les animateurs voilà, sur des questions ou aussi également de transmettre la voix des participants. Comme on l'a dit, il faut que la visio permette de transmettre la voix des participants, donc dire que monsieur un tel souhaite soit prendre la parole, soit interpelle en tout cas l'Assemblée. Pensez à quelqu'un qui a un bâton de parole, qui est le bâton de parole. Si vous organisez la possibilité de s'exprimer, voilà, il peut y avoir quelqu'un qui veille à ce que certaines personnes demandent la parole et donnent la parole. Donc, l'assistance technique à la communication, le maître du temps, le compteur, ça c'est important du coup parce que vous votez certains rapports. Donc, nommer une personne qui compte les votes pendant l'Assemblée générale, les mains levées ou les cartons de couleur. Voilà, ça permet de bien séparer les rôles et que chacun, statutairement et réglementairement, de faire les choses dans l'ordre. Et également un scribe ou un framapad, comme on a vu tout à l'heure. C'est possible aussi donc de déléguer à quelqu'un cette mission. Les petits conseils, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est les petits conseils par rapport à ce qu'on vient de se dire. Et l'after, donc l'après-assemblée générale, la visioconférence ne vous enlève pas l'obligation de tenir un procès verbal qui est souvent statutaire et du coup d'envoyer aussi ces éléments en préfecture. Voilà. Et toutes ces préconisations sont également applicables au bureau, enfin, aux instances de bureau et de conseil d'administration des associations. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible pour être dans les délais sur le petit memento qu'on a rédigé. Alors du coup, il y a une petite question dans le chat par rapport au vote en ligne. Si les statuts ne précisent rien sur la manière dont on vote, ni main levée, ni conditions à distance ou présentiel, on peut le faire ou pas? Alors, de ce qu'on a échangé, notamment avec des avocats sur ces questions-là, si ce n'est pas précisément écrit dans les statuts,
il ne vaut mieux pas le faire. Voilà. Tout ce qui n'est pas précisé, en fait, on m'a plutôt conseillé de plutôt pas se lancer si ce n'est pas précisé. Il faut que ce soit vraiment écrit, en tout cas, ce recours à la consultation écrite. Merci. Éventuellement, je peux préciser, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bien, oui. Oui? Oui, oui. Bonjour. Bonjour à tous. Donc vraiment, je vais pas rajouter grand-chose à ce qui vous a été dit. Effectivement, le problème des assemblées qui se tiennent à distance comme ça avec les outils numériques, c'est effectivement qu'on doit malgré tout respecter les dispositions statutaires, donc comme on vous l'a précisé. Donc effectivement, l'accessibilité à l'Assemblée générale, ça c'est très important parce que le principe d'une assemblée, c'est que tous les membres doivent pouvoir y participer, hein, comme ils le feraient si l'assemblée se tenait physiquement. Donc effectivement, si certains de vos adhérents n'ont pas accès à ces outils numériques, eh bien, prévoir les solutions qui ont été présentées, comme par exemple prévoir un mix avec possibilité de participer par téléconférence, donc pas en visio forcément, mais par des outils peut-être plus simples ou de manière physique, si c'est vraiment les participants sont très peu nombreux et qu'on arrive à respecter les distanciations sociales. Finalement, ça permet du coup à tout le monde de pouvoir participer et d'éviter après, parce que le risque derrière, c'est les contestations des décisions prises en assemblée générale. Si des membres n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques et que des décisions ont été prises et qu'après, eux, ils ne sont pas d'accord, le risque, c'est qu'ils contestent en justice les décisions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale et qu'ils en sollicitent l'annulation. Donc, du coup, ça met dans un risque d'insécurité. On est en insécurité juridique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, quand on veut organiser son assemblée à distance, il faut vraiment prendre toutes les précautions pour que toutes les personnes puissent participer selon des méthodes mixtes comme ça a été suggéré. Et aussi, par rapport au vote, il y a des questions par rapport à ça. Il faut respecter les conditions de vote telles qu'elles sont définies dans les statuts. Et le problème, bon, quand c'est à main levée, ben, c'est ce qui est préconisé, donc ça c'est très bien, mais quand c'est à bulletin secret et qu'on fait une assemblée à distance, à ce moment-là, ben, il faut prévoir un logiciel qui permette le vote à bulletin secret parce qu'on doit respecter les modalités de vote prévues par les statuts. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci, Maître de Sury, donc du cabinet Fidal, qui est intervenu. Merci encore. Il y a peut-être aussi des structures qui ont des questions et qui vont peut-être faire leur AG prochainement. Vous avez prévu de les faire à distance, vos AG, peut-être? Certains peuvent nous dire par le chat si ça va être le cas. Oui, pour Marie-Hélène Moinet, d'accord. J'espère, enfin voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas justement. Mais c'est vrai qu'il faut bien regarder les statuts. C'est primordial pour éviter tout quiproquo et tout recours au niveau des membres. Je ne sais pas si on a répondu à la question, mais quand les statuts ne précisent rien, qui est venu après, il me semble, de conseils, en tout cas d'avocats, si les statuts ne précisent rien, faites classiquement comme si vous l'avez organisé en présentiel. Du coup, souvent c'est à main levée. Souvent, hein, je dis ça, mais il faut respecter vos statuts. Et pensez à comment vous l'auriez organisé si c'était en présentiel pour respecter un peu plus votre fonctionnement associatif classique que vos adhérents connaissent. Par rapport à ça, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si vous voulez vraiment sécuriser, s'il n'y a rien écrit dans les statuts, à la limite, on est libre et effectivement, le mieux, c'est comme vous dites, de respecter les usages habituels de l'association. Mais s'il n'y a rien de précisé ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur sur les modalités de vote,
à ce moment-là, on peut faire valider en début d'assemblée générale le fait que nous allons procéder par un vote à main levée et on fait approuver cette décision par les membres de l'association. Voilà, c'est aussi ce qu'on peut faire. Très bien. Donc, du coup, au niveau des réponses, un petit peu, suite à ma question, donc il y a des structures qui vont reporter en septembre et le faire plutôt en présentiel. D'autres ne savent pas encore. Voilà, elles ont encore le temps. Donc, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que voilà, ce temps aura permis de répondre un petit peu à vos questions, de vous aiguiller sur des outils. Merci en tout cas à Elodie de ton côté par rapport à ta présentation qui est très claire, je trouve, en plusieurs étapes, c'est très bien. Merci aussi à Sarah donc, par rapport aux outils numériques qui peuvent aussi donner des pistes aux structures et du choix, que ce soit des outils libres ou pas. Enfin, voilà, ça permet de se questionner, après de réfléchir et de trouver la meilleure solution suivant sa structure. Donc, voilà, j'espère qu'on aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas encore à nous poser des questions, il nous reste quelques minutes. Et sinon, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui sera la semaine prochaine. Alors, il y a une question, je vois, sur les outils libres. Est-ce qu'il existe des outils libres par rapport au vote, au sondage? Alors, des sondages ou post-it? Alors, sur les post-it, il y a Framemo qui est extraordinaire, qui est trop chouette. Je me permets, hein, Karine. Framemo. Et sur les sondages, il y a Lumio. Sur le vote. Oui. Et les délibérations. Parfait. Bon, mais très bien. Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci pour votre participation. Nous vous transmettrons par mail donc, cet après-midi les documents qui ont été présentés ce matin, donc entre Eloasso et le CRIB par rapport à l'AG à distance, et ainsi que les liens qu'on vous a transmis aussi via le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, suite au prochain épisode, lors du prochain webinaire, donc la semaine prochaine, qui est sur la reprise d'activité, donc comment faire pour anticiper voilà, l'accueil du public, les salariés, l'activité, avec le CNEA et Synovdes, donc les syndicats employeurs. Donc ça, c'est pour mardi prochain à 10h. Et vendredi, nous avons de nouveau le cabinet Fidal qui intervient, donc David Arnaud, sur le cadre du télétravail. Comment on peut le mettre en place, puisque du coup, c'est une solution pour laquelle les salariés sont fortement intéressés, après dans un cadre, on va dire, normal, hors confinement. Voilà. Donc, comment le mettre en place pour les structures qui le souhaitent. Voilà, il y aura un temps d'échange vendredi à 10h, pareil. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous remercions pour votre participation. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Au Sarah. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Maître de Curie. Merci.